Bonjour et bienvenue dans Vivre après, le podcast qui vous accompagne pour faire face aux ruptures de vie. Un programme soutenu par l'OCIRP et le groupe IMA. Je m'appelle Sarah Dumont, je suis journaliste et accompagnée d'experts, nous allons parler sans tabou du deuil, d'accidents de la vie, de longues maladies et de leur impact sur nos vies personnelles et professionnelles. Tanguy Châtel, je suis ravie de vous rencontrer aujourd'hui. Vous m'avez donné rendez-vous au Forum 104, un espace culturel et interspirituel à Paris. Les dernières réunions auxquelles j'ai assisté ici portaient sur la mort et le hasard veut qu'aujourd'hui nous abordions le sujet du deuil. Tanguy, vous êtes sociologue, formateur et conférencier. Et parmi vos spécialités, je peux citer les ruptures de vie, la vulnérabilité, la solidarité et la fin de vie. Vous avez longtemps été bénévole en soins palliatifs et vous avez d'ailleurs publié un livre tiré de cette expérience personnelle, intitulé « Vivant jusqu'à la mort » aux éditions Albin Michel. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à ce sujet, au sujet de la fin de vie et du deuil ? Grâce à des rencontres. À un moment donné où je me posais des questions sur ma propre existence, j'avais une trentaine d'années, et en rencontrant des gens qui étaient investis dans le champ des soins palliatifs, des professionnels et des bénévoles, je me suis dit qu'il y avait certainement une expérience à faire qui me parlerait, qui répondrait sans doute à mes soifs personnelles. Et c'est comme ça que, contre toute attente, j'en suis venu à m'intéresser à la fin de vie à l'âge de 30-35 ans. Et puis ça m'a jamais lâché parce que c'est un sujet inépuisable qui ne cesse de me propulser toujours un peu plus en avant et toujours un peu plus en profondeur de moi-même et des autres. Vous travaillez sur ce sujet tabou depuis plusieurs années. Quel constat tirez-vous ? Est-ce que le deuil est toujours aussi tabou dans notre société ? Oh, il l'est même, à mon sens, de plus en plus. Il faudrait presque s'entendre sur le sens du mot tabou. Mais prenons-le dans son sens commun, journalistique presque, je dirais que le deuil est encore plus tabou qu'il ne l'était. Ce que j'observe, c'est que dans les années 70-80 jusqu'aux années 2000, c'est la fin de vie qui était plutôt dissimulée, qui était plutôt occultée. Et le deuil avait encore une place sociale assez importante. Et depuis les années 2000, en gros, peut-être un peu avant même, on voit que la fin de vie a gagné en visibilité grâce au développement des soins palliatifs. Et curieusement, symétriquement, le deuil, lui, a perdu en visibilité. Les codes sociaux se sont atténués, les couleurs du deuil ont changé, le vocabulaire du deuil ont changé. Il y a eu une prise en charge presque psychomédicale du deuil qui l'a fait sortir du champ commun, comme étant une exception dans l'existence. Et donc, il est devenu presque anormal d'être en deuil. Et ça me fait dire que le deuil est presque devenu plus tabou qu'il ne l'était. Et ça m'évoque une deuxième réflexion, c'est que, pour reprendre un peu Montaigne, ni le soleil ni la mort ne se regardent fixement. Eh bien, si on regarde la question de la mort sous le prisme de la fin de vie, il est possible qu'on l'occulte sous le prisme du deuil, ou inversement. Bref, qu'on ne soit jamais en capacité, ni psychique ni sociale, de regarder la mort pleinement en face, qui est une vue de l'esprit. Et comment expliquez-vous que le deuil se soit tant individualisé, qu'on ne le porte plus collectivement ? Alors, c'est pas propre au deuil, c'est toute la société qui s'est individualisée depuis un peu plus de 100 ans. C'est même à la racine de la sociologie, l'individualisme. Mais la question de la mort étant devenue progressivement très inconvenante, elle est donc devenue de plus en plus privée. Et de plus en plus privée, c'est-à-dire de moins en moins l'expression d'un discours social, peut-être de pratiques sociales. Et pour combinée à cet individualisme croissant dans la société, eh bien, elle est même devenue presque une forme de mise en scène. Les obsèques sont presque devenues une forme de mise en scène. Donc, il y a un double mouvement paradoxal. À la fois, le deuil est très intime, très individuel, même au sein de la famille. La parole est pénible et contenue, contrainte au sein de la famille. Et symétriquement, le deuil se donne à voir dans des obsèques de manière très personnalisée. Mais ça n'en fait pas pour autant un deuil intime aisé. Voilà, les deux tendances amplifient la difficulté de faire le deuil. Vous voyez ça d'un mauvais œil, cette personnalisation des obsèques ? Pas seulement d'un mauvais œil, je trouve ça juste que dans les obsèques, on ne soit plus astreint à un code prédéfini, mais je trouve que ça va trop loin. Parce que la mort d'un proche, c'est l'occasion d'un dialogue, c'est l'occasion de ressouder des liens entre les vivants. Et toute la ritualité séculaire autour des deuils faisait que quand quelqu'un arrivait à une cérémonie, il connaissait les codes. Même s'il n'est pas pratiquant, il sait qu'en rentrant dans une église, il va y avoir un rituel. Ce rituel était construit selon un mode pédagogique qui avait fait ses preuves.
Et aujourd'hui, on arrive dans certaines obsèques, on se demande comment ça a été construit, ce truc-là, quelle est la finalité, quel est le message qu'on veut faire passer. Ça nourrit une perte de socialité autour du deuil, parce que cet excès de mise en scène très personnalisée ne parle pas forcément à l'Assemblée, ne sert pas forcément le cheminement du deuil des personnes présentes. Il y a une espèce de panégyrique excessif du défunt. Alors vous avez dit une société qui fait comme si la mort n'existait pas est une société malade. Alors quel remède on a pour la soigner ? Alors tenter de la regarder, non pas en face, qui serait une injonction brutale, mais tenter de la regarder comme on essaye d'appréhender quelque chose qui est difficilement regardable. Ça veut dire tourner autour, faire cercle autour, laisser la mort dans cet état d'objet mystérieux, indéchiffrable, mais parce que c'est indéchiffrable, ne pas le mettre dans les oubliettes. Au contraire, comment considérer la question du deuil alors même qu'elle nous laisse sans voix, qu'elle nous laisse désarmés, détruits parfois, sans la faire disparaître dans des oubliettes virtuelles de notre modernité. Et concrètement, ça se traduit comment ? Enfin, comment on fait justement pour tourner autour ? Alors, ça passe par la présence, la qualité de présence au moment du deuil, au moment du décès, mais après, pendant tout le temps du deuil. Et aujourd'hui, on est dans une époque qui voudrait, dès qu'il y a un temps de silence, apporter très vite une réponse ou une parole réconfortante, qui supporte mal le vide, l'abîme qui peut y avoir au moment du deuil. Et donc, rendre présent ce deuil, c'est le légitimer en tant qu'abîme. Et apprendre aux gens à se tenir en présence sans chercher à combler le silence, sans chercher à se précipiter ni sur la boîte de mouchoirs, ni sur des paroles réconfortantes, sans chercher à distraire à tout prix, sans chercher à hâter la fin de ce deuil, mais l'accueillir sans se dérober, éduquer d'une certaine manière, préparer les gens à soutenir cet insoutenable. Ça me semble être quelque chose qui nous emmène plus loin en nous-mêmes et plus loin dans nos rapports collectifs. Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre société actuelle, la vulnérabilité a encore sa place ? Elle l'a plus que jamais. À la fois, on est dans une tension où notre époque très matérialiste a voulu croire que la survie tenait à la force, à la puissance. Nous nous sommes gavés jusqu'à l'obésité de la puissance, jusqu'à l'ivresse, puissance technologique, mais aussi puissance psychique. Il faudrait être capable de surmonter tout par la force de sa volonté. Et on a voulu croire que la vulnérabilité était quelque chose de résiduel dans nos sociétés modernes, que c'était le malheur de quelques-uns. La vulnérabilité liée à la maladie, la vulnérabilité liée au chômage, liée à l'exclusion sociale, jusqu'à celle liée au deuil. Et que ça ne concernerait que quelques-uns, les pauvres, dirait-on, et que le reste de la société fonctionne sur le mode de la volonté, de la puissance, de la réalisation de soi. Et en fait, c'est tout l'inverse qui se passe. À savoir qu'on se rend compte que 10 millions de personnes en situation de maladie chronique, que 11 millions de personnes en situation d'être aidants, que chaque année, entre 2 millions et demi et 4 millions de personnes nouvellement endeuillées, ces chiffres-là nous donnent le vertige, mais nous ramènent à l'évidence que notre société est tissée de gens vulnérables. Donc la vulnérabilité, elle est partout, et on ne peut plus l'aborder comme une exception qui toucherait quelques-uns. On doit la considérer comme notre nature et réfléchir autrement. Qu'est-ce qu'on peut faire de ça ? Donc elle a plus sa place que jamais de manière très pragmatique dans nos politiques publiques. Non pas pour la corriger, mais pour l'intégrer. Pour l'intégrer. Mais en attendant, les endeuillés se sentent souvent isolés et incompris. Alors l'endeuillé, il est en double peine. À la fois, c'est une personne fragile. Donc, elle a encore tendance à être mise sur le banc de touche, mais en plus, elle nous rappelle sans arrêt l'expérience qu'on ne veut pas voir, qui est celle de la mort, qui est l'expérience la plus extrême de toute forme de perte. Et comme on est dans une société qui ne veut pas regarder une quelconque forme de perte, mais encore moins celle de la perte d'un être cher, alors l'endeuillé, il est doublement à la peine, parce qu'il y a cette exclusion, cette mise au banc, ce bannissement de la société qui les oblige, pour ne pas subir ce bannissement, à se suradapter à la société. Alors qu'ils sont dévastés par un chagrin, pas tous, mais beaucoup, eh bien, il faudrait qu'ils fassent comme si tout allait bien. Il faudrait qu'ils reprennent le travail le plus vite possible. Il faudrait qu'ils se sentent très vite responsables de la santé des autres endeuillés. Et donc, voilà, il y a une forme de suradaptation quand on est une maman qui perd son mari et qu'on a à s'occuper de ses enfants. Tout ça, ce sont des choses qui sont, à ce jour, pas prises en considération dans des politiques de santé publique et dans des politiques publiques plus largement.
Oui, donc il y a l'aspect moral, mais on a étudié un peu les conséquences physiques que pouvait avoir un deuil sur les personnes touchées par la perte d'un proche. Et on a remarqué dans la récente enquête du Crédoc que 35% des personnes endeuillées avaient vu leur santé altérée, et notamment par un épuisement physique. Comment les pouvoirs publics pourraient accompagner et s'emparer de ce phénomène ? Alors, en termes de deuil, les enquêtes du Crédoc 2016 puis 2019 sont très riches d'enseignements parce qu'elles nous permettent de glisser d'une représentation qu'on avait vers une réalité. La représentation qu'on avait, c'est que les problèmes autour du deuil sont essentiellement des problèmes psychologiques, puisque c'était les psychiatres, les psychologues qui s'en emparaient. Mais historiquement, ils s'en emparaient quand la situation était tellement grave que les gens développaient des troubles psychologiques sérieux. Donc on est venu à parler de deuil pathologique, de deuil compliqué, et ainsi de suite. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait un lien entre, bien sûr, le psychologique et le physique, donc il fallait aussi prendre en compte la santé physique des gens. Mais les deux enquêtes du Crédoc nous permettent de voir que ça va beaucoup plus loin que ça, puisque en fait on est sur des conséquences en cascade. On peut être au moment du deuil affecté de troubles psychiques, qu'on comprend, dégénérant en problèmes physiques, lesquels dégénèrent en problèmes comportementaux, inaptitude temporaire au travail, lesquels peuvent dégénérer en problèmes financiers, qui peuvent avoir des conséquences sur le lieu de vie, sur le train de vie. Et du coup, ça peut avoir aussi comme conséquence une mise à l'écart social, une auto-mise à l'écart social. Et on peut prendre le problème par tous les bouts, parce que ça peut commencer par le psy, mais ça peut commencer par le boulot, ça peut commencer par l'exclusion sociale. Bref, on se rend compte qu'on n'est pas dans l'ordre du pathologique. On est de l'ordre du vécu humain fondamental. Et c'est donc pas une politique de santé publique qu'il faut envisager autour du deuil, c'est une politique de relations sociales, d'inclusion sociale de la personne endeuillée, qui est le miroir de toutes nos fragilités, de toutes nos vulnérabilités qui peuvent se combiner, se cumuler. Et donc, ces enquêtes nous montrent la complexité du vécu d'une personne endeuillée et nous exhortent à être capables d'intervenir avant que ça n'atteigne un seuil critique. Et pour l'instant, on ne réagit que quand c'est devenu critique. Alors vous avez été bénévole en soins palliatifs, vous intervenez sur ces problématiques auprès des soignants, vous les formez à cette question. Est-ce que les familles sont suffisamment accompagnées quand elles perdent un proche à l'hôpital ? Il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits grâce aux soins palliatifs sur l'accompagnement de la fin de vie. Encore probablement un tiers des gens qui devraient réellement bénéficier de soins palliatifs en bénéficient effectivement. Donc il y a déjà des progrès à faire sur l'accompagnement de la fin de vie. Et les enquêtes du Crédoc nous ont montré d'ailleurs qu'il y a un lien direct de cause à effet entre une fin de vie bien accompagnée et un deuil plus difficile. Ce qui est un peu mieux accompagné, c'est l'annonce de la maladie grave. Il y a eu des progrès qui ont été faits. En revanche, rien n'existe sur l'annonce du décès. Donc là, c'est libre cours à l'intuition, à l'expérience individuelle, mais ça n'est absolument pas pensé de manière structurelle. Ça veut dire que la fonction d'annoncer un décès n'est pas intégrée dans les référentiels de compétences des professionnels. Deuxième chose, on a pensé la fin de vie de manière tronçonnée. Il y a ceux qui vont s'occuper de la fin de vie, ceux qui vont s'occuper des obsèques, ceux qui vont s'occuper du deuil. Et il n'y a pas forcément de passage de témoin entre les trois. Donc les familles, elles ont une expérience prolongée, continuée de la mort, et elles sont obligées de changer d'interlocuteur, et donc il y a une rupture d'accompagnement dans cette chaîne-là. Et ça mériterait d'être pensé. Comment sur un événement aussi essentiel et structurant que le décès d'un proche, qui arrive à l'humanité depuis la nuit des temps, nos sociétés peuvent réfléchir à un accompagnement continué, avec une transmission. Voilà, on parle dans la santé de soins continus quand on passe de l'hôpital à domicile, mais quand on est sur un moment de décès, on ne parle pas d'accompagnement continu ou continué. Il y a même une méfiance parce que les entreprises du funéraire étant des entreprises souvent à but lucratif ou quasiment exclusivement à but lucratif, il y a un soupçon de collusion dès qu'elles essayent de se rapprocher soit des soins palliatifs, soit des psychologues qui accompagneraient le deuil. Parce qu'il y aurait comme une manière de prolonger leur marché. Et en fait, je trouve que c'est complètement absurde de penser ça. En tout cas, ça nous prive d'une possibilité de réfléchir collectivement à notre responsabilité de citoyens, d'accompagner de manière compétente les gens dans cette traversée du deuil. Est-ce que l'arrivée de professions comme les doulas de fin de vie, donc qui sont des accompagnants en fait pour les personnes qui s'apprêtent à mourir,
qui les accompagnent dans leurs angoisses de mort prochaine, qui peuvent les aider à mettre en place leurs obsèques, à les organiser, à les penser à l'avance, et qui peuvent ensuite faire le lien avec l'hôpital, la famille, puis ensuite accompagner éventuellement la famille. Est-ce que ce type de profession, ça fait partie de ces... Clairement, alors c'est encore très expérimental, très marginal. Finalement, il y a quelques exemples, mais ça n'est pas une offre encore structurée, ça n'est pas non plus une offre qui obéit à des référentiels de compétences. Donc, il faut faire très attention parce qu'une personne endeuillée, c'est une personne par hypothèse fragile à ce moment-là. Et donc, on doit, comme dans d'autres champs, notamment celui de la santé, veiller à ce qu'il n'y ait pas d'instrumentalisation de cette fragilité. Donc, il y a une nécessité pour les pouvoirs publics, à un moment donné, de laisser non seulement émerger des offres, des initiatives privées, mais de les intégrer dans une politique publique pour qu'on ne soit pas sur un champ foisonnant, potentiellement risqué, avec des gens qui ne sont pas forcément compétents. Ouais. Ce qui émerge aujourd'hui, c'est des propositions assez compétentes, parce qu'il y a des gens qui ont du métier. Mais ce qui pourrait émerger en deuxième temps, dans une diffusion un peu plus large, ça pourrait être aussi des choses beaucoup moins bien construites, peut-être parfois moins bien intentionnées. Donc, vous voyez, il y a une vraie responsabilité pour les pouvoirs publics de s'approprier cette thématique de l'accompagnement de la mort depuis la fin de vie jusqu'au deuil en passant par les obsèques. Comment ça pourrait se traduire en termes de propositions, d'accompagnement de la part des pouvoirs publics ? Pour l'instant, les pouvoirs publics n'ont pas du tout intégré cette question-là. Les questions funéraires relèvent du ministère de l'Intérieur. Ça relève du Code des collectivités publiques pour les choses très formelles, très juridiques. La question du deuil, elle, pourrait être en première lecture portée par le ministère de la Santé et des Affaires sociales. Or, quand vous regardez les bases de données de la direction des statistiques du ministère de la Santé et même quand vous regardez les statistiques de l'INSEE, vous n'avez pas d'informations relative au deuil. C'est donc un non-objet. Si c'est un non-objet statistique, si c'est un non-objet en termes de recherche dans les grands organismes, si c'est un non-objet en termes de publication scientifique, comment voulez-vous que ça puisse être un objet en termes de politique publique ? Donc il faut aussi aller commencer par ça, c'est documenter le deuil, avec toutes les difficultés que ça représente. Et la plus énorme, c'est qu'est-ce que c'est qu'une personne en deuil ? Comment on définit une personne en deuil ? Une personne qui a un handicap, on sait la définir. Une personne qui a un cancer, on sait la définir. Une personne qui a besoin d'aide sociale, on sait la définir. Mais une personne en deuil, c'est pas un statut d'être en deuil. C'est pas une pathologie d'être en deuil. Il n'y a pas de symptômes identifiables. Voyez. On sait quand ça commence. Ça peut commencer même parfois avant le décès. Hein. Les deuils blancs, quand on a des gens qui sont plus en situation d'être en relation. Et puis, ça se termine quand ? Ça se termine par petits lambeaux, ça se termine pas à un moment donné avec une date butoir, quoi. C'est pas une date de péremption. Donc tout ça, c'est des choses qui doivent être réfléchies par des gens qui travaillent ces sujets-là, des praticiens, des chercheurs, et avec le confort, le soutien actif des pouvoirs publics. Et c'est pas le cas aujourd'hui. Est-ce qu'on peut espérer ou est-ce que vous militez pour le deuil comme grande cause nationale ? Oui, mais pas comme une grande cause d'exception. Hein, sur une réflexion longue durée. Une vraie grande cause nationale pour permettre à chacun non seulement de réfléchir, mais aussi de pouvoir témoigner de la normalité du deuil. Et donc aider à sortir le deuil de sa prétendue anormalité. Voilà. Là, oui, si c'est pour faire ça, je suis pour une grande cause nationale. Si c'est pour stigmatiser, pour victimiser, alors là, je suis pas du tout pour. Donc pour vous, les employeurs ont un rôle à jouer auprès de leurs salariés quand ils perdent un proche ? Oui, absolument. L'entreprise n'est plus simplement le lieu où on vient pour travailler, c'est le lieu où on vit et où on vient avec ses problèmes privés et on vient avec ses problèmes professionnels. Et il y a une porosité formidable entre vie privée et vie professionnelle qui participe d'une confusion peut-être des genres, mais aussi d'une approche globale de la personne. Et l'entreprise est rattrapée par des exigences citoyennes autour de sa responsabilité sociale et sociétale, et elle ne peut plus dire aujourd'hui « ce problème-là est un problème privé, traitez-le chez vous et revenez quand vous irez bien ». Ça marche plus. Hein, on voit que l'opinion publique, mais aussi la justice, demande désormais aux entreprises de s'approprier un rôle citoyen. Et les plus agiles de ces entreprises l'ont bien compris et s'y emploient. Considérer que la question du deuil ne toucherait pas l'entreprise, c'est une erreur stratégique de la part des chefs d'entreprise, parce que ça voudrait dire que j'intègre dans mes effectifs des gens qui vont travailler, je ne veux pas savoir qu'ils sont en deuil, or le deuil va avoir un impact sur leur travail. Ça peut faire perdre leur performance, ça peut faire des erreurs, ça peut les isoler professionnellement, ça peut les mettre en situation d'échec. Donc voilà, je ne peux pas, en tant qu'employeur, ignorer ça. Donc ça veut dire
Peut-être, par exemple, d'avoir des ressources humaines formées à la question du deuil en entreprise, ou en tout cas avoir un responsable deuil en entreprise qui puisse informer les équipes qui travaillent avec ces personnes en deuil. Exactement, mais ça va très loin en fait. On voit qu'on ne peut pas traiter que la question du deuil. Elle est le fer de lance d'une question beaucoup plus vaste. J'ai fondé avec 2 amis un think tank qui s'appelle le Cercle Vulnérabilité et Société, où on travaille l'impact de toutes les vulnérabilités dans la société. Et notamment, ce qu'on met en évidence, c'est que le manager de demain doit être un manager agile, formé, capable d'accompagner toute cette coexistence des vulnérabilités dans le tissu de l'entreprise. Et donc, il doit être capable de comprendre que chaque salarié est en situation d'avoir des besoins spécifiques. Un aidant a des besoins spécifiques. Une personne malade, une personne handicapée, une personne endeuillée, pour ne prendre que cela, a des besoins spécifiques. Une personne qui aurait des addictions, une personne qui aurait des problèmes de surendettement, a des besoins spécifiques. Et correctement accompagnée, elle peut devenir une personne qui est une ressource spécifique. Parce qu'un aidant est quelqu'un qui a appris à ajuster son agenda de manière tout à fait formidable, qui a appris à gérer ses émotions. Parce qu'un handicapé est quelqu'un qui permet d'améliorer le confort de tous en aménageant davantage d'ergonomie. Voilà. Et donc, tous ces aspects-là nous montrent que l'entreprise, aujourd'hui, est le lieu où les managers sont soumis à des injonctions paradoxales. Ils doivent privilégier et favoriser la performance, mais ils doivent aussi assurer le bien-être de leurs collaborateurs. Et donc, ils doivent connaître quelque chose de leurs aspects personnels. Ils doivent être capables de mettre en lien les gens, y compris dans leur vulnérabilité. De faire en sorte qu'une personne particulièrement fragile soit aidée à un autre moment par une autre personne qui est aussi fragile, mais autrement fragile. C'est tout ce qui était ressorti dans l'histoire des dons de RTT de l'entreprise Badois, qui a donné lieu après à une loi, qui a changé la donne au niveau du droit du travail. C'est comment mobiliser, comment accompagner la mobilisation des collègues qui s'entraident. Parce que quand un papa a un enfant malade, chacun d'entre nous se sent concerné. C'est ça qui va recréer du lien en entreprise. Mais désormais, je crois que l'entreprise a un rôle déterminant pour accompagner le tissage de ces vulnérabilités. Et je reviens à la question du deuil. Elle est une des moins pensées. Et donc, c'est celle qui a le plus de choses à nous dire. Situation du deuil qui nous confronte à la perte, à l'expérience radicale de la perte, doit être un sujet de réflexion pour faire évoluer des pratiques sociales et professionnelles. Avez-vous des exemples d'entreprises en France ou à l'étranger qui ont mis en place des systèmes pour aider justement les personnes en deuil ? Pour aider les personnes en deuil, non, j'en connais pas beaucoup. Alors, il y a des organismes qui encouragent ça. Le CIRP travaille beaucoup pour faire avancer la réflexion sur ce sujet-là. Non, je connais des entreprises qui, de manière isolée, notamment beaucoup de PME, qui sont sensibles à cette question, mais parce qu'elles ont bien compris que dans une PME, quand vous avez une personne qui est en deuil, ça fragilise beaucoup plus que quand vous appelez Danone et que vous avez une personne qui est en deuil. Donc, je n'ai pas encore vu de politique à grande échelle. Je sais qu'il y a des organismes qui sont sensibles à ce sujet-là. Et à chaque fois, pourquoi ? Parce que leurs dirigeants sont sensibles à ce sujet-là. Il faut que ça parte d'une expérience, d'une conviction et de l'envie de faire changer les choses à son niveau. Et en fait, ça part de l'expérience d'avoir été bouleversé par la fragilité, mais d'avoir pu construire quelque chose à partir de cette fragilité. Et donc, la fragilité n'est pas juste un danger de mort, un écueil, ça devient une racine, ça devient une ressource. Et donc, on voit des tas d'initiatives qui fleurissent, mais pour l'instant, je ne peux pas dire que c'est encore enraciné dans des vraies politiques publiques, voire dans des vraies recommandations à des entreprises ou à des chefs d'entreprise. Aujourd'hui, on assiste à une évolution des pratiques funéraires. 48% des Français optent pour la crémation. Un tiers des cérémonies sont civiles. Est-ce que ces nouvelles pratiques rendent le deuil plus compliqué ? On a pu le croire parce que la crémation étant quelque chose de nouveau dans le paysage, elle provoquait une forme de rupture. Alors, il faut se souvenir qu'historiquement, c'était une revendication tout à fait anticléricale. La crémation, aujourd'hui, c'est quelque chose qui se banalise. On constate que dans les enquêtes qui datent d'il y a une dizaine d'années, que les gens avaient un intérêt pour la crémation, mais une fois qu'ils avaient assisté à une crémation, ils avaient un vécu mitigé, pour pas dire négatif. Les dernières enquêtes montrent que c'est de moins en moins le cas, sans doute parce qu'il y a eu des progrès qui ont été faits en matière de lieux et en matière de cérémonie.
quand vous n'aviez que quelques crématoriums en France et qu'ils étaient passablement tristes, ça pouvait pas forcément conduire à une expérience positive de la crémation. On a un vrai problème, c'est aussi que les cérémonies en termes de crémation sont courtes. Donc, ça prend plus que 30 minutes pour psychiquement se recueillir et traverser cette cérémonie. Donc, voilà, là, il y a des choses qui ont pu, à un moment donné, donner à penser que ça compliquait le deuil. Ce qu'il faut toujours comprendre autour de cette question du deuil, c'est qu'on s'inscrit dans le temps long, que les changements produisent des effets non pas à 3 ans, mais à 10 ans, à 15 ans, peut-être à 20 ans. On est sur du changement culturel. Donc, il est un peu trop tôt pour dire si l'impact serait négatif. Observons. La différence, c'est la demande des gens. Est-ce qu'ils rêvent de la crémation ou est-ce qu'ils recourent à la crémation? Et on voit que, moi, je pense que les choses vont s'équilibrer. Entre inhumation et crémation, les choses vont avoir tendance à s'équilibrer. Parce que les deux ont une dimension symbolique importante. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la mort n'est pas quelque chose d'intemporel, c'est quelque chose qui est toujours de son temps, qui est toujours en phase avec une époque. Et donc, c'est un domaine qui est toujours travaillé par des nouveautés, des innovations. Mais ces innovations, elles s'inscrivent dans un champ qui fonctionne sur un temps long. Le rapport à la mort, c'est pas un rapport de mode. Il change pas en 3 ans, il change pas en 5 ans, il peut changer en 10 ans, il peut changer en 30 ans. Le rapport à la mort, il bouge par petites touches. Et donc aujourd'hui, ce qu'on investit le plus, c'est le numérique, mais parce que le numérique gagne tous les champs de la société. Donc pourquoi la mort serait-elle épargnée par le numérique? Alors, avec le développement des réseaux sociaux, certains comptes de défunts deviennent des mémoriaux, des pages d'hommage. Que pensez-vous de ces nouveaux usages du numérique post-mortem ? Il n'y a pas de raison que la mort échappe au numérique. Après, ce sont des outils. On observe que là, il y a eu encore une évolution. Au début, quand les gens envoyaient leurs condoléances par mail, c'était mal admis. Puis aujourd'hui, ça passe assez bien. Quand ils les ont envoyés par SMS, ça a été mal admis. En se disant, SMS, c'est un truc qu'on tape comme ça quand on a une demi-seconde, ça a été mal admis. Aujourd'hui, ça commence à rentrer dans les mœurs. Il y a eu des sites qui ont permis d'écrire en ligne des condoléances. Ça existe toujours. Ça a été au début vécu comme assez choquant. Et puis aujourd'hui, ça a tout à fait sa place. Bon. Donc, les réseaux sociaux, ils ont leur place dans la question de la mort. Là où je me pose la question de savoir, est-ce qu'ils ont leur place dans la question du deuil? Si c'est pour entretenir exagérément la mémoire d'un défunt, ça pose problème. Parce que la question du deuil, c'est de s'affranchir du défunt. Les réseaux sociaux, ils ont 2 raisons d'être. Ils permettent de mettre en lien. En ça, ils peuvent avoir une vraie utilité dans le champ du deuil. Ils ont une 2e raison d'être qui est de stocker une forme de message, de mémoire. Alors, ça peut avoir un intérêt parce que la question de la mémoire, elle est intrinsèque à la question du deuil. Mais dans la question du deuil, il y a aussi tourner la page. Et les réseaux sociaux, qui sont une forme de mémoire éternelle, peuvent jouer un rôle néfaste à ce niveau-là. Notamment, on le voit quand des comptes sociaux, quand des comptes Facebook ou des comptes LinkedIn, que sais-je, continuent d'être actifs, quand des gens continuent à envoyer des messages, quand, par exemple, le défunt, ça s'est vu, a posté des messages de son vivant et chargé une entreprise de les transmettre à ses proches après. Tout ça sont des choses qui sont de nature à compromettre le nécessaire travail de séparation que constitue le deuil. Donc, il va falloir apprendre à avoir un usage éthique des réseaux sociaux dans le cas du deuil. Certaines entreprises ont commencé à le comprendre, notamment Facebook, qui conserve les comptes, mais ce ne sont plus des comptes actifs. Il a fallu pour ça que des acteurs qui étaient confrontés à ces pratiques dénoncent, insistent. Et pour Facebook, ça ne s'est pas fait aisément. Vous parliez effectivement de lien social. On voit de plus en plus apparaître des pages dédiées au deuil sur Facebook, sur le deuil d'un animal, le deuil d'un enfant, le deuil d'un parent. Est-ce que finalement, aujourd'hui, le soutien, on ne le trouve pas plutôt du côté d'inconnu derrière notre ordinateur que de son entourage ? Effectivement, puisqu'il est si difficile d'évoquer la question de la fin de vie ou la question de la mort ou la question du deuil, parce que ce sont des questions avec une charge émotionnelle tellement intense qu'on voudrait pas non plus blesser ses proches, on voudrait pas les ramener sans arrêt à l'expérience de la perte. Donc il peut être utile, il peut être bienfaisant de se sentir consolé par des gens qu'on ne connaît pas. Voilà, parce que si je prends le cas du bénévolat qui existe aussi bien dans la fin de vie que dans le deuil, on va parfois dire des choses beaucoup plus profondes de soi à des inconnus qu'à ses proches.
Donc de ce point de vue-là, les réseaux sociaux peuvent aussi être un facteur qui libère une charge émotionnelle, qui libère une parole. Et fort heureusement, elle aura moins d'impact. C'est presque une parole qui va partir dans les réseaux, mais va se virtualiser comme les réseaux eux-mêmes. Pour autant, il ne faut pas négliger l'importance de la relation avec les proches dans ces moments-là, même si c'est une relation qui est douloureuse. Parce que le deuil, c'est pas un événement plaisant, c'est un événement douloureux, c'est un événement à vivre, et c'est un événement sur lequel on peut nommer sa souffrance. Et pour finir, Tanguy, est-ce que vous avez une citation sur le deuil que vous aimeriez partager avec nos auditeurs ? Alors c'est moins une citation fidèle qu'un souvenir. J'avais eu le privilège de participer à des entretiens avec Jacques Attali sur la question de la consolation. Et il y avait 2 intervenants qui avaient eu un propos qui m'avait beaucoup inspiré. C'était Laure Adler et Boris Cyrulnik. Et les 2 ont eu à perdre des proches. Laure Adler, son fils. Cyrulnik, c'est plus connu, sa famille. Et chacun disait la même chose, qui était à contre-courant de notre propos. Et disait... Nous sommes inconsolables et nous ne cherchons pas à être consolés. Mais nous cherchons à pouvoir vivre et à être reconnus en tant que personnes inconsolables, parce que ça fait partie de notre identité d'être inconsolable. Et donc, voilà, comment la société pourrait-elle accueillir des gens qui sont inconsolables sans se précipiter sur la tentation de vouloir faire disparaître leur souffrance par une consolation un peu artificielle. La citation, ça pourrait être « Je suis inconsolable, mais je vis ». Merci pour votre écoute. Vous l'aurez compris, cet épisode a été enregistré avant la crise sanitaire qui nous a frappés. Depuis, Tanguy Châtel s'investit aux côtés de Mieux traverser le deuil, une plateforme créée il y a 6 mois pour soutenir les endeuillés et leurs proches. Cette association proposera très bientôt la retransmission de funérailles en ligne et un espace d'hommage permettant à chacun de témoigner à distance de son affection à travers un texte, un poème, de la musique ou encore des vidéos. Mieux traverser le deuil propose aussi l'écoute de bénévoles qualifiés pour toute personne qui en ressentirait le besoin. En attendant, je vous invite à consulter les différents sites de l'OCIRP sur www.ocirp.fr où vous trouverez de nombreuses ressources pour faire face au décès d'un proche. À très bientôt et surtout, prenez soin de vous.